à tous, nouveau numéro aujourd'hui de Putsch Live, Putsch Media. Nous nous retrouvons pour une nouvelle émission. Elle n'était pas prévue, celle-là, j'avais pas prévu de la faire en cet estival, mais effectivement, l'actualité nous rattrape, vous le savez. Et on va parler ce matin de Boris Johnson, ou ce soir, ça dépend à quelle heure vous nous regardez. On va parler de Boris Johnson, sa démission, et surtout, qu'est-ce qu'elle cache, cette démission, et qu'est-ce qu'elle va demander au Royaume-Uni, aux Anglais, bien entendu, pour savoir comment ça va se passer notamment le Brexit. Et qui de mieux pour en parler que Jean-Michel Salmon. Bonjour Jean-Michel, comment allez-vous? Bonjour Nicolas, ça va bien, merci, très bien, et vous-même? Très bien. Alors, effectivement, vous êtes un des spécialistes blacklistés des mainstream. Vous, on ne vous voit jamais sur les mainstream, Jean-Michel Salmon. Alors, vous, jamais on vous voit. Hein. C'est absolument formidable. Peut-être que vous avez écrit un bouquin sur le Brexit aussi. C'est peut-être pour ça aussi. Peut-être, et en prenant finalement une analyse qui était plutôt ouverte au début. Moi, j'étais un europhile relativement modéré au départ. J'ai travaillé pour la Commission européenne comme consultant de manière ponctuelle, mais à force d'avoir épluché dans tous les sens le sujet du Brexit sur plus de 3 ans, j'ai fini par rejoindre l'avis des Brexiteurs et la critique du fédéralisme européen. Donc, forcément, ça ne peut pas plaire à ce camp-là. Effectivement, vous êtes donc un repenti, mon cher Jean-Michel Salmon. Vous êtes un repenti, c'est bien, vous arrivez dans le camp du mal pour certains. Alors, je vous présente, Ouais. vous êtes docteur en sciences économiques et auteur notamment de cet excellent livre, achetez-le parce qu'il est vraiment remarquable, Le grand abécédaire du Brexit. On vous met même la couverture chez Putsch, regardez ça, elle est formidable. Voilà, Magnifique. allez m'acheter ça, lisez-le. Ça ne se lit pas comme un roman, mais c'est plutôt une entrée à mots-clés. Et vous y parlez notamment de Boris Johnson. D'ailleurs, le mot-clé apparaît au milieu de la couverture. On ne peut pas le louper. C'est un très, très bon livre. Concrètement, on avait fait l'interview. Il n'avait pas eu de promo, j'imagine, Jean-Michel, ce bouquin. Très peu, finalement. Uniquement dans les milieux souverainistes, évidemment, mais sur le mainstream. Encore hier, je me suis amusé à faire un tweet pour C'est dans l'air qui de nouveau invite toujours les mêmes et qui blacklist complètement tout ce qui peut avoir un tant soit peu un goût favorable au Brexit. Oui, effectivement. Et allez voir le Twitter de Jean-Michel Salmon. En tout cas, merci d'être là pour cette émission, chers amis. Vous allez avoir une structure, des idées intéressantes, vraiment un discours vraiment très discordant de ce qu'on entend depuis la démission de Boris Johnson. Et on va commencer à en parler. Alors, cher Jean-Michel, est-ce qu'il y a des raisons cachées de la démission de Johnson? Des raisons cachées ou pas? Alors, on a parlé des fêtes à Downing Street, on a parlé des fêtes. Et il y avait peut-être, j'ai lu aussi des conflits d'intérêts peut-être, et surtout peut-être des mensonges ou pas. C'est quoi les raisons de la démission de Johnson en fait hier, ce jeudi? Alors, les médias, effectivement, mainstream vont mettre en avant toujours la même image du personnage menteur, fantasque. Le magazine The Economist, par exemple, vient de publier la chute du clown en couverture de son dernier numéro. Et ils vont mettre beaucoup en avant les affaires, les mini-affaires, en gros, qui se sont cumulées autour de ce qu'ils ont appelé la Partygate là-bas, c'est-à-dire le fait qu'il y avait eu quelques petites réunions pour boire un verre et manger un gâteau d'anniversaire dans les jardins de Downing Street en 2020, alors que c'était le confinement et que la règle, c'était que tout le monde devait rester à la maison et que les familles ont dû souffrir de cette situation, comme on le sait tous, faute de pouvoir se réunir, y compris dans les moments les plus terribles et les plus nécessaires pour se réunir dans les deuils, etc. Et donc, on a fait des tonnes, etc. Mais bon, c'était vraiment pas grand-chose, quoi. En réalité, quand on regarde les photos, c'était pas des rassemblements immenses. Et il semblerait que ça a été fait aussi. Bref, il a mangé un gâteau le jour de son anniversaire avec 3-4 personnes éparpillées dans le jardin, quoi. Et puis, plus récemment, ça s'est fait aussi en France, Jean-Michel. Ça s'est fait en France. Il y a eu notamment une bamboche au ministère des Outre-mer. Il y a eu plusieurs bamboches en France aussi, et personne n'a démissionné. Tout le monde est resté en place. Et on en parlera après de ça. Ouais, exactement. Et en Angleterre, de la même façon, tous les autres leaders ont été attrapés dans la nasse à un moment donné ou à un autre. Et puis, comme par exemple le leader du parti écossais à Westminster, Ian Blackford, il n'a pas eu des médias qui se sont acharnés contre lui puisque lui, il est europhile. Donc, oui, mais c'est ça. Alors, c'est ça. Ouais. Allez-y, Jean-Michel. Ouais, plus récemment, ce qui a déclenché, parce qu'on va en reparler, mais le 6 juin, il y avait déjà eu un vote de non-confiance, comme on dit en anglais, sur Boris Johnson qui l'avait gagné.
Et puis 2 semaines plus tard, ou non, un mois plus tard, là, puisqu'on est début juillet, ça a pété. Pourquoi ça a pété, si j'ose dire? Parce qu'il y a eu entre-temps une autre petite affaire d'un député conservateur qui aurait été nommé parmi les titulaires du whip. Le whip, c'est un peu le fouet, comme on dit en anglais, c'est-à-dire c'est ceux qui disciplinent les collègues du parti lors des votes à l'Assemblée. Donc on l'avait nommé là comme directeur adjoint du whip, et puis malgré le fait qu'il y avait des allégations contre lui de harcèlement sexuel, disons sur des hommes, puisqu'il s'agit d'un harcèlement sexuel homosexuel pour une fois, donc des attouchements, des machins comme ça, des choses comme ça dans une soirée. Et donc rien n'avait été prouvé. Donc ça rappelle d'autres choses qu'on connaît en France aussi, d'ailleurs, de ce point de vue-là. Rien n'avait été prouvé, et donc il a été nommé. Puis finalement, on a accusé Boris Johnson d'avoir menti, puisqu'il a dit au départ qu'il n'était pas au courant, puis finalement qu'il avait peut-être entendu des allégations, mais il y avait une incertitude sur le fait qu'une plainte avait été déposée ou pas déposée. Enfin, il y a une sorte d'imbroglio. Et donc c'est ça qui a servi de prétexte à toute une série de députés de son camp pour démissionner, mais en réalité pour d'autres raisons beaucoup plus fondamentales et politiques. Alors, quelles sont-elles, Jean-Michel, ces raisons fondamentales et politiques? Quelles sont-elles finalement? Alors, de manière assez simple, en fait, Boris Johnson a été pris en sandwich, pris en étau au sein du Parti conservateur entre deux courants contraires. Le courant des europhiles, évidemment, qu'on considère là-bas comme étant à gauche du Parti conservateur, dans la partie gauche du Parti conservateur, c'est-à-dire la ligne Theresa May, en fait, qui est toujours là. Et Boris Johnson, quand il a fait qualifier pour le parti les candidats députés en décembre 2019, quand il a gagné sa large majorité de 80 sièges, il avait accepté à l'époque de conserver un certain nombre de députés europhiles de la ligne de Theresa May qui aujourd'hui se retournent contre lui et donc qui n'ont qu'une seule envie, c'est de rapprocher le Royaume-Uni de l'orbite européenne. Alors, il ne parle pas pour l'instant d'annuler le Brexit parce que ça serait trop radical. Mais je voudrais qu'on en parle, mais parlons-en, parlons-en alors du Brexit. Et rapidement, et on va y revenir. Et de l'autre côté, pour finir le propos, il est pris en étau. Donc ceux-là, on voit la chute de Boris Johnson, parce que comme l'a dit d'ailleurs depuis le début de l'année, un député, un lord travailliste qui est bien connu là-bas, Lord Adonis, qui avait tweeté "If Boris goes, Brexit goes", qui veut dire si Boris s'en va, le Brexit c'est fini, quoi. Donc effectivement, c'est cette ligne-là qu'on retrouve aussi bien donc sur la ligne Theresa May du Parti conservateur comme chez les travaillistes. Et puis de l'autre côté, à la droite du Parti conservateur, on a les ultra-brexiteurs qui ont toujours été assez radicaux et qui sont pour le coup aussi ultra-libéraux en termes au niveau économique du terme, c'est-à-dire des marchés libres. Donc, ils ont toute une série de choses à reprocher à Boris Johnson depuis qu'il est au pouvoir. Malgré le contexte qu'on connaît de difficultés du Covid et d'Ukraine, il lui reproche d'avoir fait des politiques centristes, voire de gauche, voire socialistes dans la bouche de certains d'entre eux. Et donc, il lui demande, j'y reviendrai dans le détail, mais toute une série de changements de politique économique qui sont carrément dans le camp ultralibéral et qui ne sont pas son ADN à lui. Et donc, ils veulent le déposer, ils voulaient le faire chuter pour mettre un candidat qui reflète plus les idées qu'ils disent traditionnelles du Parti conservateur, c'est-à-dire des idées de droite assez radicales. Donc, il est vraiment pris en étau entre ces deux courants-là. Et là, de fait, il y a une sorte de collusion parce que chacun de ces deux courants pense qu'en le remplaçant, ils vont pouvoir mettre à la tête du parti et donc comme Premier ministre successeur un des leurs. Et c'est là tout l'enjeu parce que si c'est le courant Theresa May et autres qui l'emportent, le Brexit va être beaucoup détricoté. Et au contraire, si c'était un Brexiteur dur qui l'emporte, évidemment, le Brexit sera encore renforcé en termes, par exemple, de dérégulation, de s'éloigner un peu plus des réglementations européennes. Parce que ce qui se passe, c'est qu'en fait, au Royaume-Uni, il y a encore beaucoup de réglementations européennes qui sont toujours en vigueur sur le juridique. Et donc, d'ailleurs, ils ont fait un tableau de bord là-dessus. Ils ont créé un ministère des opportunités du Brexit. Malgré tout, il avait fait ça, Boris Johnson, avec un tableau de bord de plus de 2000 réglementations auxquelles il faudra s'attaquer au fur et à mesure.
Alors, on pourrait lui reprocher de ne pas l'avoir fait assez vite, mais bon, encore une fois, il y avait le Covid. De la même manière qu'on pourrait lui reprocher d'avoir fait beaucoup de dépenses publiques et d'augmenter les impôts, c'est ce qu'on lui reproche, par les droites lui reprochent ça, mais c'est ce qu'ont fait tous les gouvernements occidentaux pour sauver l'économie dans la crise Covid, face au confinement, etc. D'ailleurs, ils lui reprochent aussi le confinement. Donc c'est ça qui est en jeu. En réalité, derrière, il y a deux modèles de politique complètement diamétralement opposés, mais qui se sont rejoints pour le faire chuter. D'accord, ok. Donc ça veut dire effectivement que la lutte pour la tête du Parti conservateur va engager l'avenir du pays pour un certain nombre d'années finalement. Si on revient sur le Brexit, à un moment donné, le Brexit est détricoté, je reprends vos mots. Oui, exactement. On va engager le pays au moins jusqu'aux prochaines élections générales qui sont prévues pour l'instant pour 2024, mais qui pourraient arriver beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Et donc, effectivement, oui, il faut les gens qui vous disent que ça n'a rien à voir avec le Brexit, en fait, soit sont naïfs, soit sont malhonnêtes. Ça a tout à voir au contraire avec le Brexit. Et le Brexit, comme disent certains, comme dit par exemple David Frost, qui est l'ancien négociateur en chef de Boris Johnson pour le Brexit, qui fait partie du camp plutôt justement free marketer, libéral, qui veut libéral au sens économique du terme, comme on l'entend en France, et qui veut donc des réformes plutôt bien à droite. Lui, il dit le Brexit n'est qu'un véhicule. En réalité, ça a été un moyen pour se libérer, s'émanciper du droit européen, de l'orbite européenne, pour faire ce qu'on veut. Et ce qu'on veut, justement, c'est ça qui maintenant va être en débat. Et c'est est-ce qu'on veut continuer vers un Brexit dur et de plus en plus éloigné des règles de l'Union européenne, ou est-ce qu'on veut l'inverse? Donc c'est vraiment ça qui est en jeu. Selon le résultat du vote interne au Parti conservateur, on aura un nouveau Premier ministre. Encore que c'est pas si simple par rapport à la position de Boris Johnson, on va en venir, mais on aura un nouveau Premier ministre, soit un radical brexiteur, soit au contraire un europhile modéré. Et tout ça nous emmènera vers effectivement des élections générales où effectivement le Parti travailliste va faire de la surenchère, parce que pour l'instant on a un leader travailliste, Keir Starmer, qui a dit bon ben c'est bon, le Brexit est là, on n'est pas là pour le défaire, on n'est pas là pour retourner dans le marché unique, on n'est pas là pour etc. Mais c'est une posture tactique, parce qu'on sait très bien qu'il y a une manière de détricoter le Brexit qui est à l'horizon, que ce soit le parti travailliste qui gagne en prochaines élections, ou que ce soit la ligne europhile de Theresa May et autres. Comme par exemple, on a par exemple dans son courant, on a Tobias Ellwood, qui est assez bien connu là-bas, qui a député de cette ligne-là, qui a déjà appelé à retourner dans le marché unique. Ouais. Donc c'est très net. On a aussi toujours dans ce courant-là des gens qui sont moins connus en France, mais qui sont bien connus là-bas. On a Tom Tugendhat, qui est en fait actuellement le président de la commission des affaires étrangères de la Chambre des communes, qui est en fait un europhile très convaincu, marié à une magistrate française du Conseil d'État, qui d'ailleurs, cette dame, j'ai plus son nom sous les yeux là, mais qui avait été recrutée en 2018 par l'ambassadeur de France à Londres comme conseiller juridique. Alors on se demande bien entre elle et quel rôle ça a pu jouer, y compris dans toutes les affaires de 2019 et la fameuse loi Ben qui a empêché Boris Johnson à maintenir le no deal sur la table à l'époque. Et donc, n'oublions pas qu'en 2018, en plus, pour couronner le tout, l'ambassadeur de France à Londres, c'était Jean-Pierre Jouyet. Alors, je suppose que beaucoup de monde le connaissent. Et rappelons que c'est cet homme qui a traversé tous les gouvernements français comme conseiller proche, que ce soit de Hollande ou de Macron. Il a squatté l'Élysée, Jean-Pierre Jouyet. Ouais, et Sarkozy, etc. Et donc, c'est lui aussi qui a fait démarrer, avec Jacques Attali de l'autre côté, qui a démarrer la carrière de notre président. Donc voilà, donc quelqu'un comme Tugendhat est extrêmement proche et en avant sur les milieux, sur la ligne europhile. Donc effectivement, il vient de déclarer, je crois hier soir, oui, ou ce matin, sa candidature officielle. Hein. Donc il va y avoir une belle bagarre sur la succession de Boris Johnson, mais qui, on va revenir, et reste là quand même jusqu'à l'automne a priori, mais ils vont tout faire aussi pour le faire chuter tout de suite par rapport à cet enjeu-là en fait. Hein.
Mmh. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, Jean-Michel, dans votre analyse, votre décryptage, c'est finalement qu'on va se retrouver, on pourrait se retrouver dans un format en France de 2008 où vous avez une partie de la classe politique, même chez les conservateurs, qui vont tout faire finalement pour annuler ou amoindrir ou amender le Brexit. C'est ça que je comprends quand je vous écoute. Ah oui, oui, c'est ça qu'il y a en jeu, c'est ça qu'ils ont à l'esprit, c'est leur objectif. Hein. Comme je dis, c'est bien c'est bien illustré par le tweet de Lord Adonis, là, If Boris goes, Brexit goes. Et ça, ils Mmh. sont tous derrière. C'est bien pour ça en fait, depuis sa nomination en juillet 2019, ça n'a pas cessé. Ça n'a pas cessé les attaques intuitu personae de Boris sur sa personne, sur sa politique. C'est un menteur, etc. Il faut voir en France, par exemple, j'ai compté dans mon ouvrage les sites en note de bas de page, là, il y a presque une dizaine de documentaires France Télévisions sur le Brexit et sur Boris Johnson qui sont tous à charge. Hein. Donc ça n'a pas cessé, ça n'a pas cessé. Puis les médias britanniques europhiles eux-mêmes ne sont pas en reste, hein, comme le Guardian par exemple, mais même des Financial Times maintenant, des journaux comme ça ont été ou The Economist, n'en parlons même pas, à fond contre Boris. Donc ça n'a pas cessé, cette campagne de dénigrement particulièrement nauséabonde. Et ce que je voulais dire là-dessus, Oui, donc c'est le fait qu'une partie de la classe politique va contre le vote du peuple anglais sur le voilà. Brexit, aller à l'encontre, essayer de ferrailler pour finalement amender ce Brexit ou l'annuler presque, j'ai envie de dire. En vous écoutant, on a envie de dire que c'est même l'annulation. Tout à fait, Nicolas. Et il faut pas oublier d'ailleurs que sans Boris, peut-être qu'il n'y aurait même pas eu le Brexit en réalité. C'est pour ça qu'à la lettre J de l'ouvrage qui est un abécédaire, j'ai la lettre J pour Boris Johnson. J'ai une petite légende qui, à partir d'une citation dans un roman là, qui dit il vous restera toujours un Boris pour sauver le Brexit qu'on vous a confisqué. Parce que c'était exactement ça en 2019. Le Brexit était complètement dans l'impasse et c'est Boris qui a vraiment réussi. Et ça, pour ça, les Brexiteurs lui doivent un bel hommage, quoi qu'il arrive. Et donc, tous les europhiles savent très bien que c'est le Brexit, c'est Boris, et Boris, c'est le Brexit, quoi. Et donc, effectivement, c'était la première étape. La première étape, c'est qu'il fallait, d'ailleurs, ça avait été même dit à l'époque par un mondialiste, Lord Sutherland, qui avait fait tous les postes possibles et imaginables à la Commission européenne, à l'ONU, où il était responsable du programme sur les migrations en fin de carrière, etc. Et ce type-là avait tweeté tout de suite, dès le référendum, il faut tout faire pour faire dérailler le Brexit. Et en fait, c'est ça qui se passe, c'est ça qu'on peut observer. Et donc, les attaques incessantes, l'objectif premier dans cette séquence pour faire revenir sur le Brexit, pour le dé-Brexit, comme disent certains, c'était la chute de Boris. Et là, ils y sont parvenus d'une certaine manière, même si certains disent qu'il n'a pas prononcé le mot démission dans son discours. Il a dit qu'effectivement, il y a une majorité qui veut de nouvelles élections comme leader du parti conservateur et que pour l'instant, il est en charge. Donc, certains lui prêtent l'intention de trouver quelque part à un moment donné un changement de conjoncture ou des raisons pour lesquelles il pourrait de nouveau d'une manière ou d'une autre, s'accrocher au poste au-delà de l'intérim qui s'annonce jusqu'à sa succession. Et est-ce que la question que j'allais te poser, puisque j'ai l'impression qu'on en a parlé, que certains voudraient s'asseoir sur le vote populaire référendaire des Anglais en 2019, est-ce qu'on pourrait imaginer, Jean-Michel, finalement, que les Anglais l'acceptent pas, l'entendent pas cette oreille, finalement? Parce que, bon, nous, on l'a accepté malgré nous, hein, le viol démocratique de 2008, hein, avec Sarko pour les Français, et les Anglais, le peuple anglais qui a voté pardon, pour le Brexit. Comment ils pourraient réagir, finalement, si jamais ça venait à arriver, cette histoire? Il y a effectivement deux éléments de réponse. Le premier sur un peu les modalités qui montrent à quel point l'europhilie est prête à s'asseoir sur le peuple. Et c'est déjà là, à propos de la succession de Boris Johnson, c'est une succession interne au Parti conservateur, puisque chez eux, le principe, c'est que le parti au pouvoir garde le principe du mandat jusqu'à la fin du calendrier sauf élection générale anticipée.
Et d'ailleurs, par rapport à ça, il y a un manifesto, comme on l'appelle, c'est-à-dire le programme électoral rédigé que traditionnellement tous les partis préparent pour les élections générales. Il y a celui que Boris a fait avec le Parti conservateur en 2019, qui a eu une majorité écrasante de 80 sièges. Et donc, tout le monde dit, ah oui, c'est un système parlementaire, donc que ce soit Boris Johnson ou un autre, c'est pas un système présidentiel. Les gens n'ont pas élu en 2019 Boris Johnson, mais les conservateurs, ce qui est une manipulation parce que beaucoup de gens ont dit ils ont voté Boris, surtout dans les régions qui étaient traditionnellement acquises au Parti travailliste, ils ont voté conservateur parce que c'était Boris et c'était pour faire le Brexit, tout le monde le sait. Et donc, on est dans un régime parlementaire, mais avec une personnalisation de ce mandat. Mais en tout cas, le manifesto de programme électoral conservateur de 2019 est là. Et donc, quel que soit le candidat qui arrive, il ne devrait pas s'en détacher. Il ne devrait pas, parce qu'à ce moment-là, ça serait un viol démocratique. Mais bon, donc le processus, c'est de désigner au sein du Parti conservateur son successeur en 2 étapes. La première étape, c'est tous les députés conservateurs qui veulent concourir, c'est open. Il suffit d'avoir 8 soutiens de députés, c'est pas beaucoup, hein. 8 sur le nombre qu'ils ont. Et on concourt. Et donc, la première étape, c'est un vote par les députés conservateurs qui éliminent au fur et à mesure, par des votes itératifs, tous les candidats déclarés jusqu'à ce qu'il n'en reste que 2. C'est une sorte de primaire, en fait, interne, mais où seuls les députés votent. Et ensuite, quand au niveau de la finale, il ne reste plus que 2 candidats, la dernière fois, c'était Boris Johnson face à Jeremy Hunt. On peut reparler de ce dernier dans un instant. Une fois que les 2 sont arrivés en finale, c'est les militants conservateurs qui départagent. Donc, on se rapproche un peu plus de l'aspect populaire ici, même si ce n'est que le Parti conservateur, les militants du Parti conservateur. Et bien là, il faut savoir que depuis hier, comme ils veulent vite se débarrasser le plus vite possible de Boris Johnson, maintenant que c'est acquis qu'il parte, en tout cas, semble-t-il, et ben, ils ont John Major, l'ancien Premier ministre européen que l'on connaît, qui avait fait... Ça nous rajeunit pas, ça, John Major. Hein. Non, puis n'oublions pas, Nicolas, qu'il a fait passer très, très difficilement le traité de Maastricht à la Chambre des communes sans référendum. Et à une voix près, quasiment. Hein. Il avait d'ailleurs, pour faire passer Maastricht, il avait menacé de dissoudre l'Assemblée à l'époque, et donc c'est pour ça qu'il a eu gain de cause à une voix près. Mais donc, c'est John Major hier qui a appelé, pour gagner du temps, pour aller très vite dans la désignation du successeur de Boris Johnson, de simplement supprimer la 2e étape, de ne pas demander aux militants de s'exprimer. C'est comme au Danemark. Hein. Rappelez-vous, le Danemark avait voté contre le traité de Maastricht et puis on les a fait revoter les Danois. Ça a été le cas également des Irlandais en 2001 contre le traité de Nice ou le traité de Lisbonne en 2008. Voilà. Donc, on parle de Commission européenne, d'Union européenne, de référendum. Enfin, c'est une antinomie. Hein. Référendum, Union européenne, c'est une antinomie. Est-ce que la Commission européenne, elle va sauter sur l'occasion, est-ce qu'elle va aller voir les uns et les autres à la Chambre pour essayer, à un moment donné, d'accélérer la procédure de départ de Boris Johnson ou pas? Oh, ben là, il faut évidemment être tout à fait réaliste. Hein. C'est sûr que les coups de fil fusent dans tous les sens. Ils n'ont jamais cessé de fuser en réalité, et là, ils se sont accélérés forcément depuis le début de la semaine. Pour illustrer ça, on pourrait citer un tweet de Michel Barnier qui, réémerge tout d'un coup en disant Michel Barnier, alors lui, on est Barnier. Dans un langage bien ficelé qui le caractérise, en disant voilà, une nouvelle ère va pouvoir commencer dans les relations bilatérales Royaume-Uni, Union européenne. Donc, si on voulait une simple preuve que c'est pas une question de Partygate ou de défense d'un député qui avait eu un comportement déplacé qui est en jeu, on l'a ici. C'est la réponse à la question, hein, Nicolas. C'est qu'on voit très très bien qu'effectivement, c'est l'agenda depuis toujours des europhiles. Et puis là, ils ont marqué un point important. Et pour eux, la nouvelle étape à très court terme, c'est de faire partir maintenant Boris physiquement le plus vite possible de sa position. Et donc, du coup, les médias qui se font l'écho de ça, on a l'impression qu'on est en train de parler d'un meurtrier. Hein. Quand on parle de Boris Johnson qui reste là, qui n'a plus la confiance, qui n'a pas d'intégrité, qui n'a plus ceci, qui n'a plus cela, on a vraiment l'impression de parler de quelqu'un qui est condamné en pénal. Quoi. C'est un truc, vraiment, les médias là-dessus. Ce qui est marrant, c'est que Jean-Michel, c'est marrant parce qu'on a vécu les défaites de Macron législatives et une majorité très, très relative. Par contre, les médias ne se sont pas émus qu'Elisabeth Borne soit maintenue, qu'elle n'ait pas accepté le vote de confiance. Finalement, que Brigitte Bourguignon soit arrêtée 2 semaines. Amélie de Montchalin, pareil. Et finalement, c'est toujours pareil, c'est le traitement de biais médiatiques
où pour Boris Johnson, c'est absolument dingue et pour Trump, c'est absolument dingue. Par contre, pour Emmanuel Macron et sa clique, ça ne pose aucun problème. On n'en parle même pas. Il n'y a même pas nécessité de faire un petit flash info là-dessus ou un décryptage. Mais bon, on n'attend pas des auditorialistes mainstream de nos plateaux télé mainstream de faire quelques critiques, que ce soit sur la Macronie. Voilà. Mais c'était pour faire le parallèle avec ce qui se passe en Angleterre, justement. Oui, mais tout à fait. Bah oui, forcément, le Macron est dans le camp du bien, donc on va pas aller l'embêter. Les autres sont dans le camp du mal. Ouais. Donc, alors, il s'est passé un truc mais en réalité, en fait, tout ceci, on parle de crise politique, etc., déclenchée par le Brexit, etc., mais ça montre, moi, ce que j'ai tenu comme propos dans le bouquin, enfin, comme analyse dans le bouquin, et que je maintiens encore jusqu'à présent, c'est que ça montre en réalité la vigueur de la démocratie britannique, hein, parce que effectivement, d'abord ils ont fait le référendum, donc on peut quand même toujours souligner l'esprit démocratique de Cameron sur ce plan. Ça fait un peu penser à Chirac en 2005 qui avait maintenu l'idée du référendum. Là où d'ailleurs, Jean-Michel, ça a entraîné sa chute à Cameron. Hein. Oui, bien sûr, oui, parce qu'il pensait, en fait, justement, bonne remarque, en fait, pourquoi il a fait le référendum à l'époque, c'est qu'il voulait régler une bonne fois pour toutes, se débarrasser une bonne fois pour toutes des Brexiteurs qui auraient pris normalement une raclée prononcée par le peuple et qui donc, on était tranquille pour une génération. Donc, c'était ça l'idée, hein. Et manque de peau. Ça a été un naufrage politique. Ça a été un naufrage politique pour lui. Hein. Voilà. Et donc, c'est une vigueur démocratique incroyable, ce système britannique, et on le voit même encore juste avant la veille de l'annonce de la démission de Boris. Là, il est passé devant le comité de liaison du Parlement. Alors ça, c'est un événement, c'est un moment extraordinaire à voir, à la fois embarrassant, mais à la fois qui souligne en même temps le côté hautement démocratique de l'exercice, que le Premier ministre se retrouve face à un comité d'une quinzaine de députés qui sont tous là pour le griller, en fait. Hein. Donc, on a l'impression que c'est un petit garçon qui se retrouve face à un jury, et il s'en est assez bien sorti, d'ailleurs, mais on imagine mal Macron dans la même position, a fortiori avec l'Assemblée telle qu'elle est dessinée aujourd'hui. Donc, non, c'est effectivement, le contraste est assez frappant. Hein. Alors, encore 2 questions. Il reste 5-6 minutes d'émission. Je voulais savoir un peu quelle est la situation économique de l'Angleterre aujourd'hui après le Brexit? Parce qu'on nous a tout dit. On nous a dit qu'on allait jeter des gamins dans la Tamise, qu'il y aurait des chiens errants, que les buildings allaient sombrer, que la City allait s'effondrer. C'est quoi, rapidement, en quelques mots? Il y aurait plus de dindes à Noël et que les Britanniques étaient tous les dindons de la farce. En réalité, bien sur le plan macroéconomique, hein, quand on regarde les données, le Royaume-Uni se porte aussi bien que l'Union européenne, l'eurozone ou les pays de l'OCDE, voire mieux sur certains aspects, comme celui de l'emploi, par exemple, avec un taux de chômage très faible. On peut se contenter rapidement, si on veut faire les choses rapidement, de regarder les 4 points, les 4 critères du fameux carré magique des macroéconomistes, là, c'est-à-dire l'évolution du PIB. L'évolution de l'emploi, l'inflation et le commerce ou l'équilibre extérieur. Alors, la situation n'est pas rose, hein, forcément. Par exemple, le déficit extérieur s'est creusé massivement, mais automatiquement, tous les europhiles, les médias disent c'est le Brexit, mais en réalité non, puisque en réalité, regardons l'eurozone, par exemple, le déficit commercial est tout aussi creusé, voire plus. Et puis on voit l'Allemagne récemment qui la première fois depuis 1991 connaît un déficit commercial. Donc en réalité, les performances macroéconomiques du Royaume dans le contexte Covid et Ukraine, etc., ne sont pas excellentes. C'est un euphémisme. Elles sont évidemment difficiles, mais elles sont plutôt moins pires que celles des pays équivalents. Alors, les europhiles ont trouvé toujours d'autres astuces pour continuer à essayer. En fait, l'idée, c'est toujours faire du lavage de cerveau de l'opinion. Parce que dans tout cet agenda, les europhiles, après avoir fait chuter Boris et d'essayer de mettre un europhile à sa place, à la tête du parti, ils savent aussi qu'il y a des élections générales qui arrivent derrière, tôt ou tard. Très tôt, si une motion de censure au Parlement britannique que les travaillistes pense éventuellement à déposer la semaine prochaine finisse par atteindre son but, ou en 2024 au plus tard s'il n'y a pas d'élection anticipée. Donc ils savent très bien qu'au final on va retourner devant le peuple. Donc le lavage de cerveau ne cesse pas. Et donc par exemple sur le plan de la croissance économique, ils vont inventer une méthode qu'on appelle la méthode des sosies. C'est-à-dire on a un algorithme qui calcule de manière très complexe des paniers de pays.
on va dire, des paniers de pays pour faire en sorte qu'avant le référendum, ce cocktail de pays aurait le même rythme de croissance que la Grande-Bretagne. Mais alors, c'est l'algorithme qui décide. Hein. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être 15% de Norvège, 5% des États-Unis, 30% de la Nouvelle-Zélande. Enfin, c'est vraiment un truc qui n'a pas de sens sur le plan théorique, aucun sens. Et tous les bons étudiants en économétrie apprennent qu'on ne fait pas de modélisation sans qu'il y ait derrière du sens économique dans ce qu'on construit. Mais là, c'est l'algorithme qui décide de tout. Et puis ensuite, eh bien, le cocktail de pays, l'espèce de pays fictifs qu'ils ont inventé, que l'algorithme a défini, eh bien, il compare les résultats du Royaume-Uni avec ce pays fictif. Et si le pays fictif fait mieux, ils disent, ah ben voilà, c'est la différence, c'est à cause du Brexit. Et donc, ils aboutissent à la conclusion que le Brexit a fait perdre 5% de PIB, par exemple, ou 8%. Donc, c'est vraiment, c'est une méthode qui est grossière, on va dire, sur le plan scientifique, que beaucoup d'économistes peuvent critiquer au niveau académique, mais les médias reprennent en disant, ben voilà, le Brexit a coûté tant de PIB, et donc ils divisent par la population britannique, et ça fait 2000 € de moins au PIB par habitant, 2000 livres de moins, etc. Donc, non, le lavage de cerveau continue, mais l'économie britannique se porte plutôt moins mal que celle de ces pays équivalents dans la réalité, pas dans l'algorithme. Ah ben, alors, très, très intéressant comme analyse, effectivement, pour prendre un peu de recul. Merci Jean-Michel Salmon. Dernière question, vous êtes docteur en sciences économiques et auteur du très très bon livre Le Grand Abécédaire du Brexit, préfacé par Jacques Sapir, non moins bon Jacques Sapir. Dernière question, quel avenir pour les référendums, notamment en Écosse et en Irlande du Nord? Alors, bon, en Irlande du Nord, il n'a jamais été question réellement de référendum, hein, pour l'instant. C'est la problématique, c'est plutôt celle du protocole, où là encore, les europhiles tiennent une position qui, à long terme et sur le principe, ne peut pas fonctionner, puisqu'on empêche une partie intégrale qui fait partie du Royaume-Uni de bénéficier de la libre circulation des marchandises. Donc, on a l'impression qu'on retourne au mandat des Nations Unies à la première moitié du XXe siècle en termes de colonisation qui est rendu nécessaire et légitime pour protéger le marché unique européen. C'est-à-dire que l'Irlande du Nord ne serve pas de cheval de Troie à tous les produits du monde pour aller comme ça inonder le marché européen. Mais on voit bien que l'astuce est complètement, c'est complètement manipulateur et donc, mais le résultat, c'est que pour l'instant, là aussi, ça fait partie des choses que l'aile droite a reproché à Boris de ne pas s'attaquer, même s'il a commencé à le faire avec un projet de loi qui est à la Chambre en ce moment, pour rétablir la libre circulation intégrale des produits britanniques au sein du territoire britannique. Enfin, c'est incroyable qu'il faut encore essayer d'expliquer la légitimité de ce truc-là au XXIe siècle, y compris à tous ces décoloniaux qui critiquent la colonisation, etc. Mais là, on se rend pas compte que là, l'Union européenne veut finalement gérer l'Irlande du Nord comme si c'était un territoire européen, ce qui est complètement fou. Et s'agissant, donc là, effectivement, c'est une crise qui… Alors, c'est aussi pour ça qu'ils ne veulent pas que Boris fasse l'intérim, parce qu'il va continuer à pousser le projet de loi sur l'Irlande du Nord. Et donc, en réalité, l'Irlande du Nord a servi de mécanisme pour obliger les Britanniques à ne pas s'éloigner de l'orbite réglementaire européenne. Pourquoi? Parce que comme c'est des réglementations européennes qui s'appliquent en Irlande du Nord, d'après ce protocole, bien, par exemple, si le gouvernement britannique veut baisser ce que l'aile droite, là encore, demande à Boris, c'est de baisser la TVA et les autres impôts aussi, mais la TVA en particulier sur les produits d'énergie, on retrouve le débat qu'on a en France. Hein. En fait, ça ne pourrait pas s'appliquer en Irlande du Nord, ça ne pourrait s'appliquer que dans les autres parties du territoire du Royaume-Uni, parce que l'Irlande du Nord reste sous législation de TVA européenne. Donc, il faut bien comprendre de quoi on parle. Donc voilà pour l'Irlande du Nord. S'agissant de l'Écosse, effectivement, ça bouge parce que le parti indépendantiste écossais, qui représente en gros la moitié de l'électorat, mais pas nécessairement une majorité absolue, avait eu ce référendum en 2014, hein, j'en parle à la lettre U pour désunion dans le livre, avait eu ce référendum accepté, donc un référendum tout à fait légal, puisque pour ça, il faut que Westminster décentralise le droit au Parlement écossais d'organiser ça, contrairement à ce qu'on a vu par exemple en Catalogne. Hein. Là, les gouvernements écossais avaient pu faire un référendum légal en 2014 que les indépendantistes avaient perdu. Et il avait été présenté comme un référendum une fois pour toutes dans cette génération. Donc, l'idée, c'est qu'on peut refaire un autre peut-être
dans 20 ans, mais pas avant. Et l'argument des Écossais, c'est de dire oui, mais à l'époque, rester dans le Royaume-Uni signifiait rester dans l'Union européenne, puisqu'on n'avait pas encore le Brexit, alors qu'aujourd'hui, nous voulons retourner dans l'Union européenne. Alors, ils voudraient s'émanciper des Britanniques pour retourner dans les réglementations européennes. Enfin, et donc la réponse du gouvernement de Boris Johnson a toujours été de dire c'est prématuré parce que le dernier référendum est trop près de nous, donc il faut attendre. Et donc là, elle a pris les devants, une façon aussi d'affaiblir Boris Johnson au maximum. La première ministre écossaise a pris les devants en essayant de faire un arbitrage juridique au niveau de la Cour suprême qui dirait que elle espère qu'il dirait que le gouvernement écossais pourrait de lui-même déclencher un référendum légal. Et donc, alors que c'est un pouvoir de Westminster. Hein. Et donc, l'argumentaire, c'est de dire, ah ben voilà, Westminster nous colonise, et donc ne veut pas entendre le peuple écossais, etc. Mais Westminster le veut bien, mais peut-être pas tous les 5 ans, quoi, parce qu'on sait très bien que aussi ce genre de référendum donne si la réponse devient positive pour l'indépendance, c'est sans retour, c'est irréversible et c'est normal d'ailleurs. Mais du coup, le déclenchement du référendum doit se faire au niveau du timing de manière raisonnable et pas répétitif comme ça tous les 6 ans, tous les 8 ans. Ouais, surtout quand il y a une crise. En tout cas, voilà. Et merci beaucoup, Jean-Michel Salmon. On arrive à la fin de ce grand entretien. Merci beaucoup de nous avoir éclairé autrement sur cette démission de Boris Johnson, sur finalement les coulisses aussi, hein, les raisons cachées et ce qui se cache derrière, notamment avec voilà, c'est toujours intéressant de pouvoir avoir ces voix discordantes, avoir un autre point de vue d'analyse que les grandes chaînes mainstream. Merci en tout cas à tous et à toutes d'avoir suivi ce live. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve dès lundi. Nous recevrons François Gileni sur un documentaire explosif sur les coulisses du Bataclan. On parle beaucoup de coulisses en ce moment. Et ensuite, mardi prochain, je recevrai dans une grande discussion François Bousquet, patron de la revue Éléments, aussi de la Nouvelle Librairie. On parlera de l'état de la droite et l'avenir de la droite en France. Voilà pour le calendrier. Ça sera ensuite après les vacances, puisque cette émission est diffusée ce 8 juillet 2022. Nous, on se retrouve très vite. Merci Jean-Michel Salmon, docteur en sciences économiques et auteur de Le Grand Abécédaire du Brexit, préfacé par Jacques Sapir. Nous, on se voit très vite. Je vous souhaite une excellente journée. Merci. Vous souhaite une excellente journée, chers amis. N'hésitez pas à partager, liker ce live. Aidez-nous, faites des dons. Abonnez-vous à Push Media parce que ça devient de plus en plus compliqué. Nous, on se dit à très vite. Bye bye et vive la démocratie et surtout, bis à Twitter. Salut, ciao.